Les agradecemos desde ya que estén acá. Est-ce qu'on m'entend là? Do I need a micro or it's okay? J'ai pas besoin de micro? Micro? J'ai pas besoin de micro, tu m'entends? Non, non, no parece ser. D'accord. Ah oui. On commence. Alors, bonsoir. Donc, je suis évidemment très content d'être ici ce soir avec vous. Et j'ai préparé une présentation sur les relations entre le règlement et la forme des villes. Buenas noches, estoy muy contento de estar acá. Hoy preparé una presentación acerca de la relación entre los reglamentos y la forma de las ciudades. Alors, c'est un peu la base de mon métier parce que, comme le dit mon titre honorifique, la ville de Paris recrute depuis 2 siècles des architectes sur concours. La importancia de esto tiene que ver con, con el reflejo que la ciudad hace de la aplicación de estas leyes, de estos reglamentos, después de 2 siglos. Donc nous sommes 90 architectes, un corps d'architectes, et on peut faire carrière. Donc moi je suis devenu directeur adjoint d'urbanisme. Et la légitimité de notre histoire, le terme c'est architecte voyer. La legitimidad de este trabajo tiene que ver con que somos 90 arquitectos que trabajamos en la ciudad de París y el nombre, digamos traducido de manera literal, es de arquitectos veedores. Et le grand voyer de Paris, c'était Sully, le Premier ministre d'Henri IV, chargé de développer la ville de façon harmonieuse. Et le terme est resté. Y la principal misión del arquitecto veedor es de verificar el desarrollo de la forma de la ciudad. Parce que notre métier consiste à trouver les bonnes solutions pour organiser la vie collective dans les villes. Porque el principal trabajo nuestro es de encontrar las formas adecuadas de organizar la vida en la ciudad. De là sont nés des règlements, souvent des règlements dans le droit coutumier, avant d'être des règlements dans le droit civil. Porque la principal función sería encontrar las reglas que regulan la vida civil. Et ces règlements racontent l'histoire sociale, politique et urbanistique de la cité. Y estas reglas cuentan la historia de la vida social, de la vida política y de la vida urbana de la ciudad. Je vais vous présenter l'histoire des derniers règlements parisiens depuis 60-70 ans. Les voy a contar la historia de las reglas que se aplican en París después de 60 o 70 años. Et pourquoi je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période de mutation. Y les voy a contar por qué en este momento creo que estamos en un periodo de mutación, de cambio. Dû à beaucoup de facteurs. Debido a una multiplicidad de factores. Que nous connaissons tous, qui sont ceux de l'évolution de la société du XXIe siècle. Que todos conocemos y que tienen que ver con la evolución de la sociedad del siglo XX. Qui posent des questions nouvelles. Y también hay cuestiones y preguntas nuevas. Et qui se traduisent dans l'évolution des formes de la ville. Y que se traducen en la evolución de la forma de la ciudad. Alors évidemment, une ville comme Paris, c'est un merveilleux laboratoire. Grandeur nature. Evidentemente, una ciudad como París
se convierte en un gran y maravilloso laboratorio. Il n'a pas prétention à être universel, mais c'est un territoire d'observation. Es un laboratorio que no pretende ser universal, pero que se vuelve muy interesante como reflexión. Bon, alors là, ça ne marche pas. Ah, pardon. Hop, voilà. La ville est une ville sédimentée. Elle se reconstruit sur elle-même depuis 4 ou 5 siècles. La ciudad es un producto sedimentario que se construye sobre sí misma después de mucho tiempo, de muchos siglos. On le voit tout de suite dans cette image. Uno lo puede ver enseguida en esta imagen. Et même si c'est une photo aérienne, y mismo en esta foto aérea, alors j'arrive pas à... des boutons du milieu. Oui, oui, mais passe pas tout de suite. Hein. Voilà. Donc, si on regarde une photo prise d'un endroit élevé de la ville, si je regarde une photo prise d'un toit élevé dans la ville, comme si celle-ci, uno mira una foto tomada del techo de algún lugar de la ciudad, on voit qu'il y a une skyline. Uno puede ver el perfil de la ciudad. On voit que les premiers bâtiments de grande hauteur étaient les églises. Uno puede ver que los edificios más destacados son las iglesias. Un peu comme les beffrois et les églises dans les villes italiennes. Un peu comme dans les villes italiennes, les beffrois. Mais que Paris reste dans un paysage qui n'a pas été touché, par exemple, comme le centre de Londres, par des forêts de tours. Pero París no es un paisaje como el paisaje de Londres, en el cual se puede ver el verde metido dentro de la ciudad. Ça passe pas. Hein. Excuse me. Non, oui. Non, mais c'est pas. Je préfère le faire de là-bas parce que on va perdre du temps. Hop. Oui. Cette carte, qui est une carte actuelle, Este plano, que es un plano actual de París, montre la date des immeubles. Muestra la fecha, la antigüedad de los edificios. Du 16e, 17e siècle à aujourd'hui. Desde el siglo XVI, del siglo XVII hasta el día de hoy. Donc on voit qu'il ne reste pas grand-chose de la période avant la Révolution. Uno puede ver que quedan cosas todavía de la época de la Revolución. Que la ville est très fortement marquée par le 19e siècle. Que la ciudad está muy fuertemente marcada por la traza producida en el siglo XIX. Et par la deuxième moitié du XXe siècle avec le mouvement moderne. Y por lo producido en la segunda mitad del siglo XX por el movimiento moderno. Tout ce qui va être dans le bleu, les couleurs bleues. Todo lo que está marcado en color azul. Donc ça donne une collection de règlements, d'histoire réglementaire et d'architecture. En estos colores se puede ver un conjunto de reglas aplicadas de las cuales resulta la arquitectura. Et ce plan est le plan des hauteurs des bâtiments. Y este plano es un plano que refleja las alturas de los edificios. Les bâtiments parisiens, ils s'échelonnent entre 12 mètres, quelques-uns encore. Hay edificios que tienen aproximadamente 12 metros de altura, 25 mètres, 25 metros, 37 mètres. 37 metros. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, on va dépasser les 50 mètres, voire plus grands, ceux qui sont noirs. En fait, on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Los que están en color negro reflejan edificios que se hicieron durante la segunda mitad del siglo XX y que están marcados en color negro. La tour Montparnasse, par exemple, Montparnasse,
près de 300 mètres, mais c'est des exceptions. que la Tour Montparnasse, que en realidad son excepciones dentro de París. Et lié à cette question de morphologie de la ville est également liée la question de la densité de la ville. Y este problema ligado, o sea, liga el problema de la altura con el problema de la densidad de la ciudad. C'est une des villes les plus denses au monde. Es una de las ciudades más densas del mundo. Et la densité se répartit de façon inégale, Y la densidad se reparte de forma desigual, de façon mixte, mais inégalement composée entre les quartiers d'habitation et les quartiers de bureaux. y se reparte de manera desigual entre los barrios que concentran vivienda y los barrios que concentran el trabajo. Alors, moi, je ne sais pas si ici en urbanisme on travaille sur les notions de densité et quels critères un peu scientifiques on essaie d'apporter à l'analyse de la densité de la ville. Bueno, yo no sé si acá se trabaja con los criterios de densidad de la ciudad. Nous, on aime bien travailler à le rapport entre la surface de l'îlot Bueno, acá nosotros trabajamos con las relaciones entre la densidad de las manzanas et combien de personnes habitent ou travaillent dans un îlot. Donc ça, c'est les fichiers du recensement. claro, y nosotros trabajamos, dice, en cuál es la relación que existe entre la superficie de la manzana y la cantidad de habitantes que ocupan esa manzana, ya sea en vivienda o para trabajar. Donc on peut avoir dans certains des îlots des densités très très fortes. Así que acá se puede ver en estos colores las diferentes densidades de las manzanas, algunas con densidades muy grandes. Et on voit que ici, c'est plutôt les bureaux, et ça reste, y compris dans le monde, un des plus grands quartiers d'affaires de bureaux, au cœur de Paris. La zona que él señala se concentran básicamente los lugares de trabajo. Et même si ce n'est pas comme dans les tours de Londres ou les tours de la Défense ou les tours de Hong Kong, ça reste en compétition économiquement avec ces types de quartiers dans le monde. Claro, o sea, igual que en Londres, en Hong Kong o en otras ciudades, el valor de la tierra tiene que ver con la competencia que hay por ubicarse en estos lugares. Et cette carte montre le nombre de personnes qui travaillent dans Paris. Este plano refleja la cantidad de personas que trabajan en París. Sur les mêmes principes d'îlots. Sobre el mismo principio, o sea, reflejan la cantidad de personas que trabajan en cada manzana. Donc elle dit un peu la même chose que l'autre carte, puisqu'on voit que le grand quartier d'affaires. Claro, esto refleja lo mismo que el plano anterior, ¿no? Refleja la densidad básicamente del área donde se concentran los negocios. Et cette ville est une ville mixte parce qu'elle a 2,2 millions d'habitants. Esta ciudad es una ciudad mixta donde viven aproximadamente 2.200.000 habitantes. Et 1,8 million de gens qui travaillent dans la ville. Y 1.200.000 personas que van a trabajar a París. Donc on peut dire que le système est assez performant et écologique. Así que uno podría decir que el sistema tiene una buena performance y que tiene de alguna manera es bastante ecológica. J'ai mis cette image parce que elle est un peu en dehors du propos, mais il y a beaucoup de discussions sur la ville dense en Europe. Bueno, puse estas imágenes porque hay una discusión en Europa acerca de lo que significa una ciudad densa. Parce que le discours écologique dit qu'il faut arrêter d'étaler les villes et que la densité est une qualité écologique. Porque la discusión se centra sobre la idea de la expansión de la ciudad versus la concentración de la ciudad. Et pourtant, spontanément, les gens sont contre la densité. Y sin embargo, la gente está en contra de la densidad. Mais on a fait beaucoup d'enquêtes dans Pero différents se han hecho quartiers. un montón de encuestas Et sobre el que, problema. en réalité, ce n'est pas une question de forme urbaine. Y, Il y a d'autres facteurs. y en este momento se llegó a la conclusión que no es un problema de la forma urbana, sino La que hay quali- otros temas. La qualité de vie, la qualité des équipements, la densité des commerces La sont tout aussi calidad de vida, la importantes. calidad del espacio, la densidad de los comercios. Alors évidemment, on a
on a eu ces réflexions sur la densité dans les 20 dernières années parce qu'il y a un débat, il y a des discussions sur est-ce qu'on continue de densifier Paris. Y esto ha planteado una discusión sobre cuál es la densidad en los últimos 30 años y la discusión se centra sobre si realmente es necesario seguir densificando París. J'y reviendrai un peu plus tard. Voy a volver a esto un poco más tarde. Ici, je mets quelque chose qui est pour nous intéressant, parce que quand on se promène, il y a pas, dans l'histoire des règlements, il y a quelques grandes époques. Le règlement n'a pas changé tous les 10 ans. Bueno, puse estas imágenes porque me parece interesante cómo los reglamentos han ido cambiando y los reglamentos no son permanentes, tienen de alguna manera alguna flexibilidad y algunos cambios en el tiempo. Les premiers règlements, comme vrais règlements, ils datent de juste avant la Révolution, 17 mètres, 4 étages, 5 étages. El primer reglamento es anterior a la Revolución y marca una altura de 17 metros que permitiría 4 o 5 pisos. Et ensuite, au-dessus de la gouttière, là où on récolte, on peut monter selon la largeur des voies. Claro, y esas alturas pueden variar de acuerdo al ancho de las calles. C'est un peu la philosophie du règlement jusqu'aux années 1960. Es un poco la filosofía de los reglamentos jusqu'au 1960. hasta 1960. Et en un siècle, c'est-à-dire entre là et là, les bâtiments ont pris 10 à 15 mètres, pas plus. Entre 1784 y 1884 los reglamentos cambiaron de manera de permitir que los edificios crecieran hasta los 10 metros. 84. Sí, 1884. Il faut attendre l'invention de l'ascenseur pour que ça monte. Et là, ça va monter. Claro, y luego de la invención del ascensor, los edificios pudieron seguir creciendo. Alors, ça se voit dans le paysage. Je n'ai pas le temps de revenir sur la première photo, mais tout de suite, je vous dirai où sont les bâtiments du règlement de 1902. Tout de suite. Claro, uno podría volver a las imágenes anteriores y se preguntaría dónde están los edificios más altos que responden a esta reglamentación. Parce que là, on est monté beaucoup plus haut, et ça a donné des choses que je retrouve aussi à Buenos Aires, notamment cette typologie des angles des rues avec les formes architecturales qu'on appelle des sablières ou des exercices architecturaux où à l'angle des rues, on va monter beaucoup plus haut encore.